Well then, you're gonna need friends. L'épisode 6 de la saison 2 lève enfin le voile sur l'un des plus grands mystères de la série, avec la participation exceptionnelle d'un nouveau personnage important. Alors, qui sont les super mutants ? Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. La deuxième saison de Fallout a dévoilé une créature imposante, hideuse et redoutable, ou peut-être simplement un monstre incompris. Dans l'épisode 6, nous assistons à la révélation tant attendue des super mutants, incarnés par l'improbable sauveur de Cooper. Les super mutants ont une longue histoire et une grande importance dans les jeux, et nous les avons même brièvement aperçus dans la première saison de la série. Mais que sont les super mutants ? Qui les a créés et quel rôle jouent-ils dans l'univers des jeux et de la série ? Plongeons au cœur du sujet des super mutants et découvrons tout sur ces imposantes créatures vertes du monde de Fallout. Dans l'univers de Fallout, les super mutants sont des mutants humanoïdes créés par une surdose massive du virus à évolution forcée. Leur origine varie selon les jeux, mais ils proviennent tous d'une souche du VEF ou d'une autre, même si les résultats peuvent différer. De manière générale, les super mutants sont des créatures gigantesques dotées d'une force et d'une endurance exceptionnelles ainsi que d'une résistance innée aux radiations et aux maladies. Ils sont également très verts. Du moins, ceux de la côte ouest le sont. Certains sur la côte est sont jaune-orangé, tandis que les nocturnes du Nevada sont bleus, un point que nous aborderons un peu plus tard. Ironie du sort, l'espèce qui ressemble le plus à une catastrophe radioactive est quasiment la seule à ne pas être le résultat de radiation. Les super mutants sont stériles et généralement asexués. Pour se perpétuer, ils doivent kidnapper des humains et les plonger dans du VEF, dans l'espoir qu'ils se transforment en super mutants au lieu de mourir dans d'atroces souffrances. Le taux de réussite est d'environ une chance sur 5, tout juste suffisant pour survivre. La plupart des super mutants ne conservent pas une intelligence supérieure, bien qu'ils gardent suffisamment de dextérité et de compréhension pour utiliser des armes conventionnelles. Si beaucoup de super mutants sont équipés de planches à clous ou de masses pour se défendre, on en voit tout autant avec des fusils à pompe, des fusils d'assaut, etc. Toutefois, tous les super mutants ne subissent pas de dommages mentaux importants. Tout au long des jeux, vous pouvez rencontrer des super mutants aux facultés mentales intactes, et même certains dont les capacités mentales ont été altérées par le virus à évolution forcée et la transformation en super mutant, mais qui privilégient toujours la paix à la violence. Dans Fallout 4, un super mutant très âgé, aveugle, vit au poste fraternel 115. Son nom, à juste titre, est Deadeye. Il est confortablement installé, entouré de mines à fragmentation et écoute tranquillement la radio de Diamond City. Si vous le dérangez, il donnera l'alerte et une horde d'autres super mutants débarquera pour vous mettre en pièces pour avoir importuné leur ami handicapé. Attention, si vous croisez un super mutant behemoth dans les jeux, ces créatures sont hautes de 3 étages et ont perdu la parole et la raison. Elles ne savent que tuer, et si elles vous aperçoivent, espérez que votre agilité soit suffisamment élevée pour vous enfuir avant d'être à bout de force. Voici quelques exemples de super mutants qui restent rationnels, intelligents et pleinement développés dans Fallout. Fox et Oncle Léo dans les terres désolées de la capitale. Virgile dans le Commonwealth, il y a Marcus et aussi Frank O'Regan, cobaye de l'enclave. O'Regan est un cas particulier, certes un peu simplé au départ, mais capable de tenir une conversation. Nous y reviendrons. Les tout premiers super mutants créés dans l'univers, chronologiquement parlant, furent ceux produits dans l'usine Westech près de Huntersville en Virginie occidentale, en collaboration avec l'armée américaine. Des expériences menées simultanément sur la souche VEF2, soutenues par l'armée, avaient lieu sur la côte ouest. Toutefois, selon la plupart des sources, c'est bien la région des Appalaches qui aurait techniquement produit les premiers super mutants viables, tandis que la base militaire de Mariposa enchaînait les échecs. Le premier individu à avoir réussi à produire des super mutants en masse fut, comme il se doit, le maître des super mutants dans le premier Fallout. Son armée s'appelait l'Unité et le maître considérait les mutants comme la race supérieure, la prochaine étape de l'évolution humaine capable d'abolir les différences entre les sociétés. Et de cette homogénéité pourrait naître la paix. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Il se trompait, évidemment. Et si le joueur lui faisait remarquer que sa race supérieure de super mutants ne pouvait pas se reproduire, sa réaction n'était pas optimale. La souche du maître est responsable des super mutants de la côte ouest. Ainsi, tous les mutants de Fallout 1, Fallout 2 et Fallout New Vegas proviennent, d'une manière ou d'une autre, de la base militaire de Mariposa.
Même Frank Horrigan, le cobaye préféré de l'Enclave et le principal antagoniste de Fallout 2, est devenu super mutant après avoir découvert le VEF dans l'ancienne base militaire de Mariposa. En résumé, Mariposa est le berceau des mutants. On peut parier que le super mutant que l'on rencontre dans la saison 2 est lui aussi originaire de ce lieu. La question que vous pourriez me poser est, il y a aussi des super mutants sur la côte Est. Ont-ils fait tout le trajet à pied? La réponse est oui, probablement quelques-uns, mais il existe des points d'apparition indépendants pour les super mutants à Washington et à Boston. À Washington, les super mutants ont été initialement créés par les expériences VEF de Voltec dans l'abri 87. À Boston, l'Institut de technologie du Commonwealth a mis la main sur une souche du virus à évolution forcée dans les années 2100 et a fini par créer ses propres super mutants, qu'ils ont bien sûr relâchés dans le Commonwealth pour décimer la population locale. L'humanité redéfinie, comme aime à le dire l'Institut. Certes, l'Enclave a expérimenté le virus à évolution forcée, mais elle ne s'est guère intéressée au monde des super mutants. Toutefois, il serait impardonnable de parler de super mutants sans vous en dire un peu plus sur Frank Horrigan, le boss final de Fallout 2. Frank était un colosse, un vrai gaillard, un peu simplé qui servait de garde du corps au président de l'Enclave, Dick Richardson. Toutefois, après un incident psychotique non divulgué, Frank fut réaffecté à la patrouille des Terres Désolées, un poste, vous vous en doutez, loin d'être le plus enviable des forces d'armée de l'Enclave. Au cours de son travail, Frank Horrigan découvrit par hasard ce qui restait de la base militaire de Mariposa, après que l'habitant de l'abri eut vaincu le maître dans le premier Fallout et entamé son parcours de super mutant. L'Enclave n'a jamais hésité à saisir la moindre occasion de se livrer à des expériences scientifiques maléfiques. Frank fut envoyé sur la plateforme pétrolière de l'Enclave au large des côtes californiennes. Pendant 2 ans, il fut étudié de manière intensive, suivant sa lente mais inexorable transformation physique et mentale en un super mutant. Sous la houlette du docteur Charles Curling, créateur du virus Curling 13 VEF, Frank subit des expériences et des opérations visant à tester cette nouvelle souche de virus à évolution forcée. L'Enclave voulait découvrir le monstre qu'elle était capable de créer. Durant cette période, Frank Horrigan fut maintenu sous forte sédation et ne resta éveillé que par brèves périodes. Plusieurs accès de violence survinrent lors de ces courtes interruptions. Quand Curling en eut fini avec lui, Frank Horrigan était devenu la plus grande menace de la côte ouest. Il était le super mutant le plus fort, le plus rapide et le plus imposant jamais créé. Enfin, le plus imposant jusqu'à l'arrivée des Behemoths dans Fallout 3. Enfin, je suppose. L'Enclave lui avait fait subir une multitude de programmes de conditionnement, profitant de sa faible intelligence pour le rendre servile. Il lui avait implanté de nombreux implants cybernétiques, puis l'avait équipé d'une armure assistée sur mesure. Cette armure lui injectait en permanence des substances améliorant ses performances et des agents stabilisateurs. C'était son seul moyen de survie. Ce gaillard pouvait littéralement déchirer des gens en deux à main nue. Il n'avait même pas besoin de son fusil à plasma surpuissant ni de sa lame composite. Lorsqu'ils ont remis le super mutant Frank sur le terrain, les autres soldats de l'Enclave étaient terrifiés par lui, certains souffrant même de stress post-traumatique pour avoir été témoins directs de sa cruauté. La légende raconte que personne n'a jamais tenu plus de 60 secondes face à Frank Horrigan, à l'exception du protagoniste de Fallout 2, l'élu. Frank meurt à la fin de Fallout 2, englouti par les décombres enflammés de la plateforme pétrolière de l'Enclave. Lorsque son armure assistée le lâche, il est coupé en deux. Malgré sa blessure, il tente de narguer l'élu. Il meurt lorsque sa tête explose de façon spectaculaire, incapable de supporter la pression accumulée dans son corps. Sa mort est horrible et macabre. Plus jamais une créature comme lui ne sera jamais créée. Dans Fallout, certaines communautés de super mutants vivent en parfaite harmonie, et Jacobstown, au Nevada, en fait partie. Elle est dirigée par Marcus, un super mutant qui pouvait devenir votre compagnon dans Fallout 2. Marcus est un super mutant de Mariposa, l'un des derniers survivants de l'unité. Dans Fallout 2, il est le shérif de Broken Hills, en Californie, et durant les événements de Fallout New Vegas, il est le maire de Jacobstown. Leader né, animé par l'ambition d'une coopération interespèces, le super mutant Marcus croit en la bonté fondamentale des humains. Marcus ne peut vous accompagner dans le deuxième opus que si votre karma est positif. Il refuse de fréquenter les imbéciles. Jacobstown est un lieu d'unité où super mutants et humains coexistent pacifiquement dans le monde. Marcus en a également fait un refuge pour les Nocturnes, un endroit où ils peuvent survivre sans avoir à se battre. Les Nocturnes sont eux aussi des super mutants de Mariposa. À une différence près, ils adorent les Steel Boys, un appareil qui vous rend presque invisible en réflectant la lumière, ce qui signifie qu'ils détestent être vus. Cela les plonge, au mieux, dans une profonde anxiété. L'utilisation prolongée des Steel Boys a rendu ces mutants bleus. Vous croiserez plusieurs Nocturnes au cours de vos voyages. Certains sont hostiles, mais d'autres sont bien intentionnés et ne vous voudront aucun mal.
comme Lily, votre potentielle compagne qui garde les mouflons à Jacobstown. Lily Marie Bowen peut se joindre à vous lors de votre périple à travers le Mojave et vous racontera des bribes de sa vie passée. Les Nocturnes étaient, en réalité, les troupes les plus avancées de l'unité. Seuls les super mutants ayant conservé toutes leurs facultés avaient l'honneur d'appartenir à la famille Nocturne, les troupes d'élite du maître, reconnaissables à leur uniforme entièrement noir et à leur armure de super mutants. Lorsque le maître est tombé, ce sont eux qui ont ressenti le plus vivement la rupture du lien psychique entre l'unité et le maître. Après la chute du maître, les Nocturnes reçurent des Steel Boys et se dispersèrent. Certains gagnèrent le désert du Mojave, l'utilisation répétée des Steel Boys les rendit dépendants, provoquant paranoïa, panique et symptômes proches de la schizophrénie. Toutefois, il existe encore des Nocturnes parmi les humains. Lily en est un parfait exemple. Malgré la voix violente de Léo dans sa tête, Lily est une grand-mère douce et agréable, du moins quand on ne lui demande pas de massacrer des pillards à coups de bâton. Le docteur Henry, à Jacobstown, tenta pendant des années de gérer ses symptômes avec des antipsychotiques. Finalement, Lily comprit que cela lui ferait perdre la mémoire de sa vie d'avant-guerre et commença donc à réduire secrètement ses doses de moitié. Elle réécoutait aussi fréquemment l'enregistrement holographique de sa dernière visite à ses chers petits-enfants, Jimmy et Becky. Parfois, votre meilleure amie est une grand-mère schizophrène de 200 ans. La vie a ses petites surprises. Il y a 30 ans, Interplay payait Ron Perlman 45 $ et un sandwich pour enregistrer les narrations d'ouverture et de fermeture du premier Fallout. Depuis, il est la voix des terres désolées, débitant son refrain inquiétant dans chaque opus, à l'exception de Fallout 4. Aucune voix n'est plus indissociable de la licence que la sienne, et il était donc tout naturel qu'il rejoigne l'aventure d'une manière ou d'une autre. Nous sommes ravis de le voir débarquer en tant que super mutant. Mais pour revenir plus sérieusement aux super mutants dans la série, le super mutant n'est pas la première fois que nous les apercevons. Dès le tout premier épisode, nous avons vu un super mutant sur une civière de l'enclave. Le mutant semblait mort. Ce qui est logique car l'enclave ne semble pas traiter ses expériences avec beaucoup de bien, mais ce n'était qu'un bref aperçu des super mutants. Ron Perlman a désormais donné vie à un super mutant dans toute sa splendeur dans la série. Clin d'œil amusant au jeu, où les super mutants se cachent souvent dans une église, on aperçoit le super mutant dissimulé dans une église dans la série. Ce dernier sauve la Ghoul et lui propose de le rejoindre dans une guerre à venir. La Ghoul refuse pour l'instant et le super mutant le libère, non sans avoir livré quelques révélations intéressantes. Dans la saison 2, le super mutant parle à la Ghoul et ces quelques lignes recèlent une mine d'informations. Ce qui frappe d'emblée, c'est que le mutant désigne l'enclave comme ceux qui ont déclenché tout cela. Or, comme évoqué précédemment, ce sont Westek et l'armée qui ont exterminé les super mutants. Cela semble confirmer notre théorie, un acteur majeur tire les ficelles, et l'enclave cache peut-être des secrets encore plus sombres que nous l'imaginons, bien que cela puisse simplement signifier que l'enclave est globalement responsable de la décimation des super mutants à ce stade de l'histoire et qu'il faut l'arrêter. L'autre idée intéressante est que des êtres non humains se rassemblent pour combattre dans une guerre imminente. Cette guerre sera-t-elle uniquement dirigée contre l'enclave ? Pourrait-elle potentiellement viser d'autres humains ? Seul l'avenir nous le dira, mais nous pensons qu'il est probable que nous reverrons des super mutants dans la série. Bien sûr, une communauté de super mutants et de leurs semblables existe déjà dans le désert du Mojave. Jacobstown n'est pas du genre à s'enflammer, donc je ne sais pas si le mutant y est associé, mais il a très certainement fait partie de l'unité par le passé. Toutefois, comme mentionné précédemment, dans la saison 2, le super mutant parle d'une guerre imminente, ce qui ne correspond pas aux objectifs de la communauté de super mutants du désert du Mojave. Ce super mutant souhaite rassembler toutes sortes d'abominations qu'il considère comme ses proches, ce qui est similaire, mais le projet de Jacobstown est la paix et l'harmonie. La paix pour les super mutants et l'harmonie entre eux et les humains. Il sera intéressant de voir si ces différents groupes de super mutants s'affronteront un jour dans la suite de la série, et quel rôle jouera le super mutant dans le paysage politique du désert du Mojave. Au moins, avoir quelqu'un qui sait ce qui se passe sera certainement utile à nos héros, et nous, en tout cas, sommes ravis que les super mutants soient de la partie. Il nous manquait. Écoutez, qu'une chose à dire, vivement la fin de la saison 2 et bien sûr la saison 3. J'espère qu'on verra encore plus de super mutants, car ils sont incroyables. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu aimerais voir? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, et comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Dai, dai, dai.